Je voudrais d'abord remercier l'ARMP qui crée présentement les conditions permettant d'échanger sur la formation qui est en train d'être déroulée ici à l'IRMAP, mais également sur des questions tenant à la commande publique et particulièrement sur les partenariats publics-privés. Moi, c'est Moustapha Djité, je suis déjà un ancien de la maison, donc c'est un plaisir, hein. Vous comprenez un peu le plaisir que je peux éprouver pour intervenir dans le cadre d'une activité déroulée par l'ARMP. Donc Moustapha Djité, je suis magistrat de formation, je suis aujourd'hui expert en partenariat public-privé au sein de l'UNAP et dans laquelle boîte j'assume aujourd'hui les fonctions de coordonnateur des projets de l'administration centrale, des agences, établissements publics et structures assimilées. Il faut d'abord préciser que le module 2 porte sur la préparation des projets. La préparation des projets est tellement importante que certains considèrent aujourd'hui que l'acronyme, en tout cas PPP, ça signifie préparation, préparation, préparation. C'est pour dire simplement que la qualité des projets que nous déroulons dépend largement de la profondeur de la préparation. Alors ça montre aujourd'hui l'intérêt de cette formation. Donc cette formation avait pour vocation et pour objectif disons, de familiariser les autorités contactantes, en tout cas les agents qui sont impliqués dans la conduite des projets, sur les questions de préparation. Préparation dans toutes ses dimensions. Préparation par rapport à l'analyse juridique du projet, préparation par rapport à l'analyse technique du projet, préparation par rapport à la structuration financière du projet, la modélisation du projet, préparation par rapport à l'analyse environnementale et sociale du projet. Donc c'est le projet pris dans toutes ses implications qui est analysé en profondeur pour aboutir à un certain nombre de conclusions permettant à l'autorité contactante d'entreprendre la voie PPP. Parce qu'avant la préparation, l'administration comprend simplement que le projet présente des avantages socio-économiques qui justifient qu'on investisse dans le projet. Mais sous quel mode? C'est là le sens de la préparation. Ça permet à l'autorité contactante d'avoir des éléments d'appréciation pour se positionner, en tout cas pour se déterminer par rapport au mode de réalisation du projet le plus pertinent, le plus optimal. Et quand je dis le plus optimal, c'est-à-dire le mode de préparation qui garantit la préservation des ressources publiques, la satisfaction des objectifs qui est assigné à travers le projet à l'opérateur. Donc, à mon avis, c'est la formation la plus importante parce que c'est vrai, identifier le projet c'est important, comprendre les notions c'est important, mais avoir les aptitudes et les outils qui vous permettent de procéder à la préparation du projet, c'est autant une étape importante, sinon c'est l'étape la plus importante. Il faut dire que dans le cadre de cette formation, le cycle c'était juste un rappel, parce que c'est une notion qui a été abordée au cours de la première session. Donc le cycle, si vous voulez, les phases au Sénégal, la loi est très claire. Le cycle de projet comprend 4 phases. C'est d'abord l'identification, et quand on parle d'identification, c'est l'étape à l'occasion de laquelle l'autorité contactante, qui est en face d'un certain nombre de besoins, identifie le projet qui permet de prendre en charge le besoin de la façon la plus optimale. Donc l'identification du projet, si vous voulez, c'est la phase qui conduit à la sélection du projet qui permet de satisfaire un besoin exprimé par l'administration. Après l'identification, on embraye rapidement sur la préparation. Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la préparation, c'est la phase d'étude du projet. C'est là où on rentre en profondeur par rapport à tous les aspects du projet pour dégager un certain nombre de conclusions qui puissent fonder la décision d'aller en PPP ou en mode traditionnel. Donc après la préparation, et bon, il faut souligner ici que le choix du Sénégal a été d'intégrer la structuration dans la préparation. Mais dans d'autres pays, on met la préparation d'abord, ensuite on fait la structuration. Et si vous voulez, la structuration, c'est là où l'autorité contactante, fort de toutes les conclusions issues de la phase d'évaluation préalable, autrement dit de la phase préparation, donc capitalise sur un certain nombre de données pour prendre des décisions. Donc c'est là la structuration. La structuration, donc, c'est un peu l'organisation de toutes les conclusions et de toutes les données qui sont issues de la préparation. Après maintenant, cette phase, c'est la passation. La passation, c'est l'étape où l'autorité contactante cherche à sélectionner
un opérateur qui puisse présenter les meilleures aptitudes en termes de capacité financière et technique pour réaliser le projet. Et là, nous avons plusieurs modes de passation au Sénégal. Certains sont déjà connus dans le domaine des marchés publics, mais ce qu'il y a comme innovation, c'est le mode de passation assez spécifique qu'on appelle le dialogue compétitif, qui n'existe pas dans le cadre des marchés publics et qui a été consacré par notre cadre juridique applicable au partenariat public-privé. Donc ensuite, en application de tous ces modes de passation, un opérateur est choisi. Une fois l'opérateur choisi maintenant, on rentre de plein pied dans la phase d'exécution. La phase d'exécution, c'est là où l'opérateur d'abord accomplit un certain nombre de diligences, parmi lesquelles on peut citer la mise en place de la société de projet, parce que l'organe d'exécution d'un projet PPP, c'est la société de projet. C'est une société ad hoc, c'est ce qu'on appelle the Special Purpose Vehicle, SPV. Elle est mise en place par le titulaire qui a été déclaré, par l'attributaire du projet. Et maintenant, on engage l'exécution technique du projet, l'exécution financière, l'exécution technique, la construction, etc., l'exploitation, la maintenance, l'exécution financière, parce qu'il y a également des engagements qui sont souscrits par la société de projet en termes d'obligation de rembourser un prêt, en termes de procéder à une distribution de dividendes, mais également dans le cas de certains projets, parce que l'exploitation est assez confortable, il y a des paiements et des engagements vis-à-vis de l'administration sous forme de redevances qu'il faut également acquitter. Donc, en résumé, le cycle de projet comprend 4 phases au regard des prescriptions de notre cadre juridique. C'est l'identification, la préparation, autrement appelée évaluation préalable, la passation et enfin l'exécution du projet. Alors, si je dois parler euh, de l'expérience qui est aujourd'hui connue en application du nouveau cadre, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que le Sénégal a une expérience sur la question à travers les nombreuses concessions et affirmations qui sont signées, mais en application du nouveau cadre, aujourd'hui, pour le nouveau cadre, il y a un seul contrat de partenariat public-privé qui est signé. Et pour ce contrat-là, c'était une offre d'initiative privée. On l'a rappelé au cours de la formation, le Sénégal a consacré 2 portes d'entrée pour les projets PPP. Le projet peut être initié par l'administration, et ça c'est les projets classiques, mais le projet peut être également initié à travers ce qu'on appelle une offre d'initiative privée, et ça c'est le privé qui se substitue à l'État dans la naissance du projet. Voilà les 2 portes d'entrée que nous avons. Mais le projet qui a été signé aujourd'hui au Sénégal, c'est un projet qui a fait l'objet d'une offre d'initiative privée. Et là également, toutes les étapes du process ont été suivies et respectées. L'administration a reçu l'offre, elle a procédé à l'examen de sa recevabilité, à l'issue de laquelle elle a instruit le dossier, donc elle a analysé au fond la qualité du dossier du point de vue technique et financier, et elle a marqué son accord. Elle a procédé à une contre-expertise pour vérifier si l'offre reçue a été viable techniquement et financièrement. Et sur la base de ça, elle a dressé un rapport d'évaluation préalable qui a été soumis à l'UNAP, lequel rappel a reçu nos observations sous forme d'avis, qui a été favorable. Et dans ces conditions, puisque les conditions posées par l'article 87 pour aller en entente ont été remplies dans le cas d'espèce, une entente directe a été signée avec l'opérateur et le contrat a été négocié suivant les conditions prévues par la loi et il a été après régulièrement signé. D'ailleurs, ça a fait l'objet d'une cérémonie de célébration. Maintenant, il y a d'autres projets aujourd'hui qui sont très bien avancés et pour lesquels on va aller très rapidement vers un appel d'offres sous peu pour lancer les projets et recruter les opérateurs qui vont les réaliser. C'est des projets pour lesquels on a fait la phase préparation et d'évaluation. Nos avis ont été émis sur la fiche de projet, sur le rapport d'évaluation préalable, ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut espérer que très bientôt, nous allons lancer un appel d'offres cette fois-ci, parce que le premier c'était une entente directe. On va très bientôt lancer nos premiers appels d'offres relativement à la réalisation de projets publics. Alors, l'intérêt général, c'est d'ailleurs une notion sur laquelle j'ai déjà produit une réflexion qui a été publiée par la RMP comme par extraordinaire. Hein. Je crois que la dernière revue a publié un article que j'ai fait sur l'intérêt général. Pourquoi? Parce que
c'est à mon avis une question assez essentielle dans le cadre de notre cadre juridique. Parce qu'antérieurement, dans la configuration des contrats administratifs, on réservait à la notion de service public une place de premier ordre. Alors nous, dans le cadre de notre loi, on a préféré substituer la notion d'intérêt général à celle de service public. Et ça nous a valu un certain nombre de considérations, pour ne pas dire de critiques, mais parce que l'objectif n'était pas compris. En réalité, nous, parce que l'intérêt général, par définition, est plus vaste que la notion de service public. Le service public, tout le monde comprend que c'est une activité d'intérêt général assumée par une personne publique au principal et par une personne privée accessoirement. Alors que l'intérêt général peut être assumé aussi bien par la personne publique que par la personne privée. Vous voyez un peu. Donc finalement, l'intérêt général est plus vaste, il est plus élastique. Alors, donc finalement, en substituant la notion d'intérêt général à celle de service public, on a voulu créer les conditions d'une prolifération des projets de partenariat public-privé. Donc créer la possibilité d'avoir des projets PPP dans les domaines les plus variés. Donc je crois que c'est ce qu'il faut retenir par rapport à la notion d'intérêt général. Très bien. Oui, c'est vrai que la notion d'urgence s'accommode difficilement avec la question des PPP, où il faut du temps pour préparer. J'ai dit tout à l'heure à l'entame de mes propos que PPP c'est préparation, préparation, préparation. Et quand on est dans une perspective de préparation approfondie, vous voyez un peu, il est difficile de tenir des questions d'urgence, etc. Ça veut dire que, à mon avis, pour répondre à votre question, pour créer les conditions permettant au privé, et pour utiliser une notion beaucoup plus vaste, pour permettre au marché d'adhérer au projet et de participer effectivement à la réalisation, ce qu'il faut, c'est bien préparer les projets. Parce que dès que le projet est porteur, dès que dans sa structuration financière, le privé a les possibilités de se faire rembourser, dès que dans le cadre de la structuration, on a pris en charge le nécessaire besoin de rembourser un prêt et d'assurer à des investisseurs un retour sur investissement, la participation du privé devient presque évidente. Donc ce qui détermine la participation du privé, c'est la qualité du projet, et la qualité du projet est dans la structuration.